Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux, nombreuses dans cette belle salle Déméter du Théâtre de la Criée pour le grand entretien des nouvelles rencontres d'Averroès. Bonsoir Souleymane Bachir Diagne. Bonsoir Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La proposition, avec ce grand entretien, est de retracer le parcours d'une personnalité dont la vie et l'œuvre entrent en résonance avec le thème des rencontres. L'année dernière, pour Méditerranée année 0, c'est Hassan Salamé qui était là. Cette année, avec toute l'équipe, lorsque nous avons choisi ce thème, prendre langue, se parler, nous avons tout de suite pensé à vous. Parce que votre parole est généreuse, parce que vous avez développé depuis finalement bien longtemps une philosophie de la traduction comme relation, parce que vous nous aidez à penser un monde pluriel dans une humanité commune, et que vous considérez, reconnaissez que cela ne va pas de soi, et qu'il nous faut donc tous ensemble y travailler. Vous avez grandi, Souleymane Bachir Diagne, au Sénégal. Vous avez étudié à Paris, à Harvard, enseigné à Dakar, puis à Northwestern, à Chicago et à Columbia, à New York. Vous avez beaucoup écrit. Votre dernier livre publié s'intitule « Les universels du Louvre », issu d'un cycle de conférences tenues dans le cadre de la chaire du Louvre. Nous citerons plusieurs ouvrages au fil de cette discussion. Mais ceux auxquels nous ferons plus particulièrement référence sont Le fagot de ma mémoire, aux éditions Philippe Ray, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, publié par Albin Michel, et Universaliser l'humanité par les moyens de l'humanité, paru chez le même éditeur. Alors nous sommes ici à Marseille. Marseille, la Méditerranée, le monde, c'est le sous-titre des nouvelles rencontres d'Averroès. Vous, Souleymane Bachir Diagne, l'horizon de votre enfance n'était pas la Méditerranée, mais l'océan Atlantique. Vous avez eu au début de ce mois de novembre 70 ans. Vous êtes né 5 ans avant l'indépendance du Sénégal, à Saint-Louis. Et même si vous y avez très peu vécu, vous dites souvent que vous êtes un enfant de Saint-Louis. Alors pourquoi? Que vous a-t-elle transmis cette ville? Énormément de choses. Avant d'en parler, je voudrais saluer également la salle et me féliciter d'être ici, d'être à Marseille et de découvrir cette ville. Et grâce à vous, je reviens à Marseille. Je connaissais le Mucem, je n'y avais jamais séjourné très longtemps dans cette ville, raison pour laquelle je m'étais un peu perdu tout à l'heure. Et quand j'ai demandé mon chemin en demandant où se trouve la Criée, on m'a regardé comme si j'étais un martien, parce qu'en fait, j'ai vu en effet que j'étais à côté de la Criée et que c'était écrit en grand. Oui, merci infiniment d'être là et merci pour l'invitation et pour l'hospitalité. La ville de Saint-Louis, je la porte véritablement en moi parce que sa culture et son esprit m'ont été transmis par mes parents. C'est vrai que je n'ai pas vécu longtemps à Saint-Louis parce que mes parents, qui étaient tous les deux fonctionnaires des postes et télécommunications, ce qu'on appelait à l'époque des PTT, eh bien, ont été affectés assez rapidement hors de la ville de Saint-Louis, et donc j'ai passé ma vie à suivre mes parents qui habitaient dans des bureaux de poste, parce que mon père était receveur des postes. Et donc Saint-Louis, pour moi, c'était la ville où je revenais pour des vacances, où j'allais pour des vacances, donc je n'y ai pas véritablement grandi parce que je savais à peine marcher quand on a quitté la ville de Saint-Louis pour aller nous installer dans d'autres villes et ensuite dans le sud du Sénégal. Mais mes parents sont Saint-Louisiens jusqu'à la moelle épinière. Et donc j'ai respiré l'esprit de Saint-Louis depuis tout petit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et donc j'ai toujours respiré cet esprit. Les Saint-Louisiens ont une manière d'ailleurs de parler. Le Wolof saint-louisien a des différences sensibles avec le Wolof général que l'on trouve au Sénégal. Il y a des mots, par exemple pour dire chat, nous avons un mot qui ferait sourire d'autres Sénégalais. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai eu. Alors, mais quand je parle de l'esprit de Saint-Louis,
c'est plutôt le cosmopolitisme de Saint-Louis à quoi je fais allusion. C'est une ville qui est née, qui dès sa naissance était une ville métisse. Elle est née, cette ville, à la fois française et sénégalaise, parce que c'était un comptoir français qui s'est installé à côté d'un village traditionnel. Eh bien, village et comptoir ont fusionné pour donner Saint-Louis, et le comptoir français a consulté le roi Louis XIV, c'est le roi Soleil qui a demandé que l'on donne à ce comptoir le nom de son ancêtre Saint-Louis. Et donc voilà une ville née sénégalaise et française, qui est devenue également tout à fait marocaine, parce qu'il y a eu une immigration marocaine très importante dans la ville de Saint-Louis, et puis les pays environnants ont été attirés comme par un aimant par la ville de Saint-Louis. Et donc cet esprit de cosmopolitisme, cet esprit d'ouverture, et vous avez parlé de l'Atlantique, cette ouverture sur l'Atlantique qui faisait que Saint-Louis était déjà en relation avec ce qu'on appelait le Nouveau Monde, les Amériques, en dehors du circuit de l'esclavage. Il y avait aussi des relations qui étaient des relations qui n'avaient rien à voir avec le trafic triangulaire. Eh bien, voilà ce qu'était l'esprit de Saint-Louis, cet esprit de cosmopolitisme. Dernier aspect de la ville de Saint-Louis, la culture saint-louisienne. C'était un centre, ça a toujours été un centre intellectuel très important sur le plan de l'islam. Des grands centres d'enseignement des études, des sciences islamiques se trouvaient à Saint-Louis. Beaucoup de gens qui ont été connus par la suite se sont abreuvés véritablement aux écoles saint-louisiennes, les différentes écoles saint-louisiennes en matière d'études islamiques, plus maintenant l'école que l'on appelle faussement française. Je dis faussement parce qu'il est absurde d'appeler une école française. Les écoles ne doivent pas être qualifiées par des adjectifs. Les écoles n'appartiennent à personne. Il est dans la nature du savoir de circuler. Mais enfin, on y reviendra peut-être. En tout cas, les premières écoles installées par la colonisation française l'ont été à Saint-Louis. Et donc, assez rapidement, des élites se sont formées à Saint-Louis, des élites aussi bien dans les études, dans l'école dite française, que dans les études islamiques. Voilà ce qu'est pour moi Saint-Louis, et voilà ce qu'est mon héritage saint-louisien. Ville plurielle, donc riche de culture et de spiritualité. Il y a notamment cette grande mosquée de la ville qui a quand même pour particularité d'abriter un clocher. Voilà. Tout l'esprit de Saint-Louis est là. Une mosquée avec un minaret où le muezzin appelle à la prière, mais il y a également un clocher. Et donc, cette mosquée a un double visage, au fond, ramasse bien dans son symbolisme cette naissance métisse de la ville de Saint-Louis dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfant de Saint-Louis, enfant de vos parents, évidemment, et vous les avez cités immédiatement tout de suite. Vous nous avez transmis une photo d'eux. Vous êtes le fils aîné. Vous dites que votre famille vous a transmis un ethos de tolérance et d'ouverture. Par quoi est-ce que cela passe? Comment reçoit-on en héritage un ethos de tolérance et d'ouverture? Eh bien, ça passe par l'éducation que j'ai reçue, et une éducation qui, de manière tout à fait précise et directe, m'enseigne en effet que la diversité des voies n'empêche pas l'unité de la destination. C'est un enseignement que j'ai reçu de mes parents, de mon père en particulier, et c'est la formation que j'ai reçue dans cette interprétation de l'islam que l'on appelle le soufisme. Et c'est une approche des choses, c'est une manière de voir le monde qui, en effet, enseigne à regarder toujours derrière la diversité des voies suivies, la diversité des croyances, la diversité des points de vue, toujours ce qui fait l'unité profonde, l'unité humaine de la vérité qui se réfracte de manière différente. Vous dites un islam à la fois rationnel et soufi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors un islam rationnel, parce que c'est un islam qui se débarrasse de tous les oripeaux, par exemple de la superstition, un islam qui met en avant la recherche du savoir, un islam qui sait questionner, un islam qui sait examiner, un islam qui enseigne à réfléchir, à pouvoir se décentrer, toutes caractéristiques qui sont des caractéristiques de la raison, de l'usage de la raison. Vous savez, la grande devise des Lumières, c'est « il faut oser raisonner ». Sapere aude, dirait-on en latin, je me permets de jargonner un petit peu. Eh bien, sapere aude, ça peut parfaitement caractériser l'attitude que commande la religion ainsi comprise dans sa dimension rationnelle, qui se développera d'ailleurs dans le domaine de la philosophie, dans le monde de l'islam. Mais le rationalisme n'empêche pas précisément la spiritualité mystique, appelons-la ainsi. Il m'est arrivé d'écrire d'ailleurs que le mysticisme, le soufisme, fleurit à la plus fine pointe de la raison, est une forme de continuation au fond du chemin dans lequel la raison nous engage déjà. Mais ceci n'a rien d'extraordinaire. On peut parfaitement ne pas simplement parler de l'islam, mais parler d'un philosophe comme Bergson, qui est à la fois un philosophe tout à fait rationnel et même rationaliste dans bien des aspects, et qui en même temps a écrit des pages absolument sublimes sur le mysticisme, sur la mystique comme une dimension de notre humanité. Bergson, qui est donc l'un des philosophes, l'un des auteurs très importants pour vous, il y en a d'autres bien sûr, mais Bergson a une place importante. Vous parliez du savoir, ce qu'il y avait aussi, et donc vous venez de nous expliquer en quoi tout cela était effectivement, pourquoi tout ça, mais il y avait un appétit de connaissance, de savoir chez vos parents. Votre mère avait pu aller à l'école primaire, ce qui était plutôt rare à ce moment-là pour une fille. Votre père avait une bibliothèque très fournie. Vous y avez lu pour la première fois certains livres, certains auteurs qui sont restés très importants pour vous. Oui. Effectivement, mes parents avaient une foi énorme en l'école, en l'éducation, à l'école. Mon père donc a eu une formation très professionnelle pour devenir fonctionnaire d'IPTT, mais ça n'était pas ça sa vraie vie. Sa vraie vie était véritablement d'être d'abord lui-même issu d'une famille qui traditionnellement était une famille de lettrés dans le monde de l'islam, c'est-à-dire une éducation, il avait reçu une éducation et un héritage d'un islam lettré et des Lumières. Et en même temps, il avait effectivement cet appétit, cette appétence pour la réflexion philosophique. Ses amis d'ailleurs, ses amis d'enfance avec qui il avait grandi, le surnommaient le philosophe. Et donc mon père avait une bibliothèque extraordinaire qu'on n'aurait pas attendu d'un Sénégalais vivant à cette époque-là et qui serait un fonctionnaire des postes et télécommunications. Et c'est donc au milieu de ces livres que j'ai grandi. Ma mère, alors, son rapport à l'école était un rapport qui m'émeut toujours chaque fois que j'y pense. Elle a pleuré pour aller à l'école. Elle voulait aller à l'école parce qu'en effet, elle avait quelques amies qui avaient été inscrites à l'école. Et ça ne se faisait pas beaucoup d'envoyer les filles à l'école à cette époque-là. Et quand elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes pour aller à l'école, son grand-père, parce que son grand-père était un peu le patriarche de la famille, a dit, mes enfants, qui était pourtant ce qu'on appelle un marabout, disons, un responsable de la confrérie soufie de la Tidjania, a dit, mais il est tout à fait normal que l'on donne une éducation, la meilleure éducation possible aux filles. Voilà un exemple de cet islam lettré, de cet islam rationnel, qui rappelle toujours d'ailleurs une tradition prophétique. Le prophète de l'islam a dit que si quelqu'un a 4 filles et leur donne la meilleure éducation possible, ce quelqu'un ira au paradis. Les compagnons lui ont demandé, mais et 3 ? Il a dit 3 aussi. Et 2 ? Il a dit 2 aussi.
Alors, la tradition raconte qu'à ce moment-là, quelque chose est survenu et la conversation n'a pas continué. Je reste persuadé que si on lui avait demandé et une, il aurait dit et une aussi. En tout cas, je l'espère parce que j'ai 4 enfants, dont une seule fille. Alors, vous l'avez dit, vous êtes né à Saint-Louis, mais vous avez rapidement déménagé pour suivre vos parents à Ziguinchor, en Casamance, puis à Dakar. Vous parlez aujourd'hui 7 langues, dont le latin. Mais en réalité, dès l'enfance, vous avez parlé plusieurs langues. Vous avez grandi entre plusieurs langues, déjà jeune. Oui, mais par exemple, la langue française qu'on apprend à l'école, j'ai commencé à la parler en même temps que le Wolof pour la raison particulière suivante. Comme je vous l'ai dit, nous sommes partis de Saint-Louis, mes parents ayant été affectés, comme on dit, dans le sud du pays. Aujourd'hui, quand on va à Ziguinchor, la capitale de la Casamance, la région sud du Sénégal, évidemment, tout le monde parle Wolof. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Ce qui fait que nous, venant du Nord et ayant pour langue le Wolof, on s'adressait à nous, la langue dans laquelle mes parents communiquaient avec le reste de l'administration des postes à cette époque-là, c'était le français. Et donc j'ai pris l'habitude que les adultes me parlent en français quand j'ai commencé à marcher. Et donc la langue française et la langue Wolof étaient présentes en même temps à la maison. Plus le fait que dans le sud du Sénégal, justement, vous avez beaucoup de langues qui se retrouvent là. Et il n'est pas rare, c'est même presque la règle, que ceux qui ont grandi en Casamance parlent immédiatement 2 ou 3 langues locales. Le Diola, c'était l'ethnie la plus présente, et c'était le Diola. Le créole, un créole portugais, parce que le Portugal avait une colonie en Guinée-Bissau, au sud, et la distance avec Ziguinchor n'était pas très loin, donc les Portugais avaient été présents et il s'était développé un créole qui était la lingua franca, la langue commune dans la ville de Ziguinchor. Et donc j'ai parlé Diola, créole, français, Wolof, à peu près en même temps, en grandissant dans la ville de Ziguinchor. Et alors, la conscience du fait que parler des langues différentes, c'est avoir différentes relations au monde, est-ce que vous l'avez eu jeune? Est-ce que vous l'avez finalement compris en vivant cela? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé, réfléchi plus tardivement? C'est plus tardivement. C'est au fond en me retournant sur ma propre trajectoire que je me suis rendu compte de la manière dont le fait d'avoir parlé plusieurs langues quand j'étais enfant, même si j'en ai perdu quelques-unes, eh bien, cela avait été très profondément, cela m'avait profondément influencé et cela a été déterminant au fond dans ce que je suis devenu, dans la trajectoire qui a été la mienne. Mais c'est seulement à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à l'importance des langues, à l'importance du multilinguisme, à l'importance de la capacité que nous pouvons avoir en tant qu'êtres humains de nous décentrer en habitant des langues différentes. Habiter des langues différentes, c'est habiter le monde aussi différemment. Et cela, je l'ai compris, je crois, plus tard, d'abord en étant philosophe, en ayant le réflexe pratiquement de me retourner sur mes propres manières de penser, et en me donnant comme objet de réflexion philosophique la langue et la traduction. Alors bien sûr, on va y revenir, on va en parler longuement tout à l'heure. Si on revient donc à l'enfance, vous êtes un très bon élève, sans avoir besoin d'être poussé, voilà. Vous allez dans un prestigieux lycée à Dakar, et il est acquis que les études supérieures se passeront en France. Vous êtes à la fois reçu à l'INSA, qui est une école d'ingénieurs à Lyon, et en classe préparatoire Hippocane-Cagne au lycée Louis-le-Grand à Paris. Vous avez du mal à choisir, mais ce sera Louis-le-Grand parce que la rentrée se passe plutôt à Louis-le-Grand qu'à l'INSA, et que vous y allez en vous disant on verra si, et bon, vous y restez. Nous sommes là en septembre 1973. On va voir une photo de classe
à Louis le Grand, c'est vous aussi qui nous l'avez envoyé. Que représente-t-il pour vous ce passage à Louis le Grand ? Il a été très important pour moi. Je me permets simplement de dire une chose. Vous avez parlé du lycée d'excellence que j'ai eu au Sénégal. Je voudrais effectivement mentionner celui de l'administration coloniale française que nous appelions, que ceux de ma génération appellent toujours Vanvo. Nous sommes des anciens de Vanvo. Eh bien, je le mentionne parce que ça va être le centenaire de Vanvo en décembre, et normalement, le 20 décembre, je devrais donner une conférence à mon ancien lycée qui maintenant s'appelle Lamine Gueye pour célébrer les 100 ans de Vanvo. Voilà. Mes amis de Vanvo seront contents de savoir que j'ai parlé de notre lycée. Eh bien, pour parler de notre lycée, le lycée Louis-le-Grand est en effet un moment qui a été très important pour moi. Les meilleurs amis que j'ai et que j'ai jusqu'à présent, je les ai connus au lycée Louis-le-Grand. Et c'est important parce que, vous savez, les classes préparatoires sont des classes en principe où on est tous réunis comme des bêta-concours. C'est des lieux de bêta-concours, des gens qui ont eu l'habitude d'être premiers de la classe pendant toute leur scolarité et qui découvrent que si on se retrouve tous en tant que premiers de la classe, il y aura bien des derniers de la classe. Et donc, on découvre très rapidement qu'il existe des notes dont on ne pensait pas qu'elles existaient. On se met à avoir des notes abominables et qui vous mettent dans tous vos états. C'est donc, ça secoue. Mais paradoxalement, dans ces lieux de compétition, où on se dit, au fond, si quelqu'un réussit au concours, c'est une place qu'il ou qu'elle me prend. Malgré tout, de vivre ensemble dans ces lieux-là, cela forge des amitiés les plus solides. Mes amis les plus chers que j'ai encore jusqu'à présent sont des amis que j'ai connus au lycée Louis-le-Grand. Ils sont sur cette photo. Alors, oui, quelques-uns sont sur cette photo, oui. Et puis aussi, évidemment, il y a ce que vous apprenez. Il y a notamment un professeur de philosophie, je crois, qui est très important pour vous, André Pessel, que vous appelez votre maître de lecture, ou je ne sais plus l'expression, mais qui... Oui, je dis de manière très simple qu'il m'a appris à lire et à écrire de la philosophie. André Pessel a joué pour des cohortes et des cohortes de normaliens, philosophes maintenant aujourd'hui, le rôle que Alain a joué pour beaucoup de philosophes en son temps. André Pessel a formé, alors pour vous donner des noms connus, André Comte-Sponville, qui était quelques années avant moi au lycée Louis-le-Grand, Denis Cambouchner, Daniel Devoy, enfin énormément de philosophes sont passés entre les mains d'André Pessel. Et Pessel avait une manière de lire les textes philosophiques qui nous a à tous donné une certaine manière d'approcher la lecture des textes philosophiques. Pour vous donner un exemple simple, on a l'habitude de lire, mettons qu'on lise le discours de la méthode de Descartes, ou les méditations de Descartes. On va regarder très rapidement dans la première méditation, le doute méthodique. Deuxième méditation, je pense donc je suis, le cogito, etc. Eh bien, Pessel nous apprenait à lire les choses qui ne sont pas les grands concepts philosophiques auxquels on ramène les textes. À la fin de la première méditation, le narrateur, donc Descartes, dit « Maintenant, j'ai tellement douté que je suis fatigué, je vais aller me coucher et j'espère que je vais rêver parce que l'illusion, au fond, c'est agréable. » Ah! Là, ça devient intéressant. Voilà quelqu'un qui décide de tout révoquer en doute, comme il dit, de supprimer tout ce qui est douteux pour chercher la certitude et qui, à la fin de la première méditation, se repose non plus sur sa recherche de la certitude, mais sur l'illusion. L'illusion, c'est agréable. Voilà ce que nous apprenait Pessel. Donc ça, c'est la prépa seulement. Oui. Louis le Grand, ensuite, vous entrez à l'école normale supérieure. Là, vous recevez notamment l'enseignement de Jacques Derrida, Bernard Pottrat et surtout Louis Althusser. Mais c'est d'un autre homme que je voudrais qu'on parle un petit peu. Et on va vous voir en photo avec lui. C'est Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, qui fait annoncer à la télévision et à la radio votre entrée à Normal Sup.
Ben oui. Voilà, je suis le jeune homme. Le jeune homme avec la coiffure afro qui serre la main au président du Sénégal. La mode était à l'afro à cette époque-là. Et maintenant que je n'ai plus l'afro, c'est le chapeau. Eh bien, en fait, c'est une coïncidence totale parce que quand je suis entré à Normal Sup, le directeur de l'école normale à l'époque, Bousquet, M. Bousquet, avait été un condisciple de Senghor et de Pompidou au lycée Louis-le-Grand, justement. Et il m'en a parlé quand le soir des résultats, il m'a dit je voudrais écrire à mon vieux camarade pour le féliciter de l'entrée d'un Sénégalais à l'école normale. Et c'est comme ça qu'il a envoyé à son vieux camarade Senghor un télégramme de félicitations, voilà. Et donc, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de privé entre M. Bousquet et Léopold Sédar Senghor. Et non, Senghor avait, j'imagine que c'est parce qu'il était content, avait fait envoyer le télégramme à la radio, à la télévision, en disant qu'on le lise. Résultat, quand je rentre à Dakar 2 ou 3 jours plus tard, pour célébrer les choses en famille, avec ma famille, la première chose quand j'arrive et que je tends mon passeport à la police des frontières, l'officier me dit « Ah, nous avons reçu un communiqué vous concernant. » Le communiqué me concernant a effectivement été... J'ai découvert que j'étais devenu du jour au lendemain une célébrité dans mon pays, ce qui met une pression absolument extraordinaire. Parce qu'au fond, être normalien, c'est juste une promesse. Après, il faut tenir la promesse. Eh bien, à 70 ans, vous me l'avez rappelé, j'espère en avoir tenu une partie. Alors, en réalité, je crois que vous l'aviez déjà rencontré, ou en tout cas, vous l'aviez déjà croisé, Léopold Sédar Senghor, avant ça. Il vous a ensuite reçu. Vous avez eu, voilà, des échanges avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Vous n'avez pas forcément été d'accord avec lui politiquement. Vous avez même été plutôt en désaccord. Et puis, plus tard, vous avez lu ou relu son œuvre théorique. Vous avez joué un rôle important dans une grande conférence pour ses 80 ans en 1996. Et finalement, vous le citez beaucoup. Oui, alors justement, vous l'avez rappelé, à l'époque, j'étais comme beaucoup de Sénégalais de ma génération, très anti-senghorien pour des raisons politiques et philosophiques. Les raisons politiques, c'était que nous étions à gauche, très à gauche, et Senghor nous semblait être la figure même du... Alors, il se déclarait socialiste. Nous étions à socialiste et demi, nous étions encore plus socialistes que lui. Et il y avait aussi ce côté philosophique, nous estimions que la philosophie qui était la sienne, la philosophie de la négritude, voilà, ne convenait pas. Mais alors, ce qui est intéressant pour moi, dans mon souvenir, c'est que à cette époque où j'étais dans ces dispositions-là, où j'étais donc anti-senghorien, mais pas de la manière dont une certaine gauche sénégalaise était anti-senghorienne. Par exemple, j'avais participé à des manifestations où on avait dit Senghor nazi. Je savais suffisamment le poids des mots pour penser que ceci était absolument inacceptable. Et en même temps, après m'avoir reçu, il est parti du pouvoir assez rapidement après cela. En 1980, il a quitté le pouvoir volontairement. C'était un homme de très grande élégance de ce point de vue-là. Et il a toujours été la chance de ce pays, de notre pays, de mon pays, le Sénégal, c'est d'avoir eu comme premier président un poète, un philosophe. Chez lui, le frein à l'autoritarisme, y compris pendant la courte période où le Sénégal a connu le parti unique, le frein à l'autoritarisme qui régnait dans beaucoup d'autres pays, c'était Senghor lui-même. Il y a des choses qu'il ne se serait jamais permises parce qu'il était celui qu'il était, le poète et le philosophe qu'il était. Eh bien, pendant cette période où je n'étais pas
du tout senghorien, plutôt anti-senghorien. C'est une période aussi où il me recevait. Il revenait encore au Sénégal à cette époque-là, et chaque fois qu'il venait, il me faisait venir chez lui, les magnifiques villas qu'il a sur la corniche de Dakar, et pour bavarder, pour parler du quartier latin, etc. Et il m'avait très gentiment écrit pendant que j'étais à Harvard une lettre où il me demandait simplement comment j'allais et si je n'avais besoin de rien. On n'a pas l'habitude qu'un président de la République vous... Pour savoir comment ça va. Oui, qui vous demande... Et alors, ça va? What's up, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Alors, vous avez, on va avancer, mais vous avez mentionné quand même que vous avez publié en 2007 un livre qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie. Mais pour repartir du côté de vos études, donc l'école normale supérieure, l'agrégation et la thèse. Et là, peut-être que le jeune bachelier qui hésitait à faire une école d'ingénieur est encore quand même présent. Vous choisissez de travailler sur la logique algébrique de George Boole, donc logicien, mathématicien, philosophe britannique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement en quoi il était déjà là, en réalité, question de langage et de traduction? Effectivement, il est question de langage et de traduction. Il est question du langage des ordinateurs et il est question de la traduction de ce que nous disons dans nos langues naturelles dans le langage des ordinateurs. Parce que ce sur quoi j'ai travaillé, c'est l'algèbre de la logique. L'algèbre de la logique, c'est la rencontre qui s'effectue entre la logique traditionnelle, la logique classique, l'étude des lois du raisonnement. Si je vous dis, par exemple, pour donner un syllogisme célèbre, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, voilà un modèle de raisonnement syllogistique. Eh bien, que se passe-t-il si on traduit ce qui vient d'être dit ainsi dans le langage symbolique de l'algèbre? Tous les X sont des Y, les Y sont des Z, donc les X sont des Z. Eh bien, on voit tout de suite une sorte d'efficacité supérieure du raisonnement parce que le raisonnement va s'effectuer cette fois-ci, non pas dans des mots qui peuvent toujours être ambigus, mais dans le langage de l'algèbre. Donc j'ai donné un exemple simple. L'algèbre en question va être un peu plus compliquée. On va définir sur un ensemble de symboles littéraux des symboles d'opération, le plus de l'addition, le point de la multiplication ou la croix de la multiplication, mais avec des significations différentes. Eh bien, cette manière de se donner le langage de l'algèbre pour traduire ce que nous disons dans nos langues naturelles, c'est une manière de confier déjà le raisonnement humain à un mécanisme qui est un mécanisme mathématique. Donc il n'y a pas loin de cette première traduction à une deuxième traduction qui va consister cette fois-ci à créer des machines qui vont faire le travail. Et donc j'ai travaillé sur l'archéologie, la généalogie de nos ordinateurs modernes et de l'intelligence artificielle. Ça commence à ce moment-là. Boole, l'auteur sur lequel j'ai travaillé, c'est celui qui invente le système binaire 0 et 1. Et on sait que le langage des ordinateurs, c'est 0 et 1. Voilà, donc c'était une affaire de langage et c'était une affaire de traduction, avec en vue, si vous voulez, dans le projet de cette algébrisation de nos raisonnements, c'était le projet aussi de trouver une sorte de langue universelle, une langue qui serait la langue commune, la langue que tout le monde accepterait. Alors, on reprendra évidemment ce fil-là dans un instant. Juste dire, on ne va pas trop s'y arrêter pour avoir le temps, mais donc vous commencez cette thèse finalement à Harvard, vous passez 1 an à Boston dans le cadre d'un programme d'échange avec l'école normale supérieure. C'est la première fois que vous traversez l'Atlantique, on est en septembre 1979. Boston est une ville très ségrégée. Vous allez là peut-être alors découvrir, je ne sais pas, mais en tout cas être confronté au racisme. J'ai été confronté à la violence du racisme pratiquement dès mon arrivée. Dès mon arrivée, alors j'étais très ami avec une
dame, une professeure à Boston College, je crois, à cette époque-là, ou Boston University, qui était d'origine haïtienne. Et j'arrive un jour chez elle, elle s'appelait Madame Gaëtjean. J'arrive chez Madame Gaëtjean, qui, je la vois dans tous ses états, elle me dit, il s'est produit quelque chose d'absolument affreux, je lui demande ce que c'est. Elle me raconte qu'une équipe de football américain, de lycée, donc des gamins, s'était rendue dans un autre lycée pour jouer au football dans le cadre des championnats entre les lycées de Boston, et que quelqu'un du haut d'un toit dans ce lycée qui recevait avait tiré sur un joueur de l'autre équipe. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'autre équipe qui était venue, c'était une équipe qui venait des quartiers noirs de Boston et qui était venue jouer dans des quartiers blancs de Boston. Et donc, c'était effectivement, j'ai mesuré à la fois la ségrégation, qu'il y avait des quartiers comme cela définis par la couleur de peau de ceux qui y habitaient, et deuxièmement, que la détestation, la haine qui pouvait exister entre ces quartiers pouvait se traduire de cette manière-là. Un gamin, d'abord, met la main sur une arme à feu. Donc ça, malheureusement, c'est un problème qui dure encore aux États-Unis. Il n'y a pas plus de dingues qu'ailleurs, mais les dingues ont des accès plus faciles aux armes à feu. Bref, ce gamin a pu tirer sur un autre gamin qui a été paralysé pour le reste de son existence pour ces raisons-là. Et donc, j'arrive à ce moment-là, je venais d'arriver quelques jours auparavant, et je découvre qu'il y a des quartiers où il faut que je n'aille pas. Il faut absolument que je n'aille pas, puisque c'était une manière de vivre dangereusement que d'y aller. Et deuxièmement, que le racisme peut tuer de cette manière-là, peut habiter et pourrir l'esprit d'un gosse et faire de lui un assassin potentiel. Alors, on retournera aux États-Unis tout à l'heure parce que c'est quand même une part importante aussi de votre vie, des années plus tard. En attendant donc, vous terminez vos études et une fois que vous avez terminé, vous devez, c'est ce que vous dites, vous devez retourner au Sénégal et vous commencez à enseigner à Dakar. Votre première rentrée est en 1982, vous avez 26 ans. Et là, il est attendu de vous que vous contribuiez à la philosophie africaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sachant que cette expression même, philosophie africaine, faisait et peut faire débat? Oui, et le débat était déjà là, qu'il s'agissait de savoir ce que pouvait signifier être un département de philosophie dans un pays comme le nôtre, dans un pays africain. Est-ce qu'un département de philosophie dans un pays comme le Sénégal devait être comme n'importe quel département, un département où on va enseigner que l'histoire de la philosophie est apparue en Grèce, s'est développée dans l'Antiquité, dans le monde européen, à l'époque médiévale dans le monde européen, à l'époque contemporaine, moderne dans le monde européen, bref, que la philosophie était une affaire européenne. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait là, nous? C'était, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça signifiait, enseigner la philosophie dans un cadre africain? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut, comme cela, avoir des séparations, je l'ai dit tout à l'heure. Le savoir n'est qu'un point, il ne faut pas le multiplier. Eh bien, mais les débats, qui étaient les débats qui se déroulaient à ce moment-là sur le continent, étaient des débats autour de la notion de philosophie africaine. Des livres s'étaient écrits qui se présentaient comme des livres de philosophie africaine, des livres s'étaient écrits contre ces livres-là, remettant en question la notion de philosophie africaine, ou en tout cas disant que ce n'était pas la voie dans laquelle il fallait s'engager, que par exemple si on parlait de la philosophie des Bantous, de la philosophie des Yoruba, ça ne pouvait pas avoir grand sens. La philosophie n'est pas l'émanation d'une culture, c'est la responsabilité d'un individu qui annonce des thèses et qui est prêt à les défendre, qui les propose à la contre-argumentation, etc. Dire que je vais exprimer la philosophie des Wolofs
parce que j'ai étudié Platon, Descartes, Kant, etc., et que je suis Wolof, ça n'a pas grande signification. Donc voilà le type de débat que l'on pouvait avoir à ce moment-là. Moi, j'étais venu donc armé de la spécialisation qui avait été la mienne dans l'histoire de la logique et des mathématiques, dans la logique en général, et ce que je voulais, c'était créer un enseignement le plus solide possible en logique, en épistémologie, en histoire, en sociologie des sciences, et Dieu merci, j'ai pu le faire au bout de quelques années. Mais il était inévitable pour moi de participer, en effet, à ce débat qui se déroulait sur la philosophie africaine. Et donc, j'ai pris sur cette question-là position, en rappelant d'abord que la philosophie était une activité internationale qui était la même partout, avec les mêmes exigences d'un bon usage du scepticisme, d'un bon usage de l'examen, qu'en effet la philosophie ne pouvait pas être une affaire collective, qui était d'ailleurs très dangereuse, parce que justement, tous les autocrates qui étaient légion sur le continent africain à l'époque estimaient qu'il y avait en effet une philosophie africaine qui serait précisément une philosophie de groupe. L'idée que l'Afrique connaît les groupes et pas les individus, que ce sont les groupes qui sont porteurs des droits, que les individus n'ont que des devoirs vis-à-vis du groupe, et que le groupe d'ailleurs était très bien représenté par le parti unique, et le parti unique lui-même avait tout naturellement à sa tête un leader bien-aimé du genre Mobutu Sese Seko. Donc ce genre de philosophie, de posture philosophique pouvait mener et justifier tous les autoritarismes et les voilà. Et dans le même temps aussi, vous expliquez qu'après à la suite, disons, de la révolution islamique en Iran, l'islam devient une question géopolitique mondiale et qu'il vous faut, alors c'est vous largement à l'université de Dakar par exemple, adapter les enseignements. Est-ce que c'est comme ça que vous commencez à prendre le long chemin qui vous mènera bien des années plus tard, en 2008, à votre ouvrage « Comment philosopher en islam » ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, jusque-là, l'islam, ma religion, a toujours été mon intériorité, mais elle ne faisait pas partie de ma démarche intellectuelle, cette religion. Je vous l'ai dit, pendant cette période-là, j'étais plutôt maoïste, je discutais plus volontiers de la pensée d'Althusser que de religion. Et ma démarche philosophique n'avait rien à voir avec ce qui était ma vie intérieure, dirais-je, et ma religion. De ce point de vue-là, je suis parfaitement intégré en France où on garde la religion pour soi. On essaye de faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas dans l'espace public. Eh bien, et ce qui avait été mon éducation est arrivé à la surface au moment où nous nous réunissons dans mon département de philosophie à l'université de Dakar, qui ne s'appelait pas encore à l'époque Université Cheikh Anta Diop. Et dans cette réunion du département, nous faisons le constat qu'après que l'un des aspects, un des contre-coups de la révolution iranienne en 79, c'était qu'il y avait une sorte de réislamisation dans beaucoup de sociétés. Nous avons commencé à voir sur le campus de l'université de Dakar des filles, des jeunes femmes qui mettaient par exemple le fichu islamique, parfois même quelque chose de plus d'encore plus couvrant, on va dire, et donc nous nous sommes posé la question de savoir ce que ça pouvait signifier être un département de philosophie dans un pays très majoritairement musulman comme l'est le Sénégal, à plus de 90%, et ignorer, par exemple, qu'il y a en philosophie aussi une tradition philosophique importante de l'islam, que la philosophie grecque, même si on s'en tient simplement à la philosophie grecque, a été traduite en arabe, que l'arabe est devenu une langue philosophique du fait de cette traduction, et qu'il y a là une tradition dans l'islam intellectuel d'un rationalisme,
d'un bon usage du scepticisme, d'un islam des Lumières qui est l'islam de Avicenne, Averroès, Al-Farabi, tous ces grands auteurs qui font partie du panthéon des philosophes, eh bien, nous avons décidé qu'il était important pour nous d'enseigner un cours de philosophie islamique. Aucun de nous n'était spécialiste. Je viens de vous décrire ma trajectoire. Rien ne me préparait à être l'enseignant qui se chargerait de ce cours, sauf ce dont nous avons parlé au tout début, l'éducation qui était la mienne, l'héritage que j'avais reçu de mon père en particulier. C'est-à-dire que ces auteurs que je viens de citer, j'étais familier de ces auteurs, presque par capillarité, je dirais. J'avais absorbé comme une éponge dans les discussions avec mon père ces auteurs. Et donc, j'étais en mesure, disons, que parmi mes collègues, j'étais le seul en mesure de tenir cet enseignement jusqu'à ce qu'on engage un spécialiste. Dans mon esprit, c'était temporaire. Mais c'était le moment des ajustements structurels où il s'agissait de veiller sur la masse salariale. Et donc, veiller sur la masse salariale, ça veut dire qu'on n'engageait pas le professeur. À quoi ça tient? Et voilà. Et donc, j'ai continué à enseigner Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne, Averroès, qui nous réunit ici, pendant quelques années. Et j'ai su de mieux en mieux faire semblant d'être un spécialiste. Alors là encore, il est question. Là encore, il est question de traduction, vous l'avez dit vous-même. Et là, on va arriver au cœur un peu du travail qui est celui que vous avez mené, disons, ces dernières années, plus directement. Mais pour y arriver, on va encore un peu rester dans les années 80, puisqu'en 84, vous faites un voyage à l'université de Bayreuth, qui semble quand même avoir été très important, ce voyage. Notamment déjà parce que c'est là que vous rencontrez le grand écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, qui va arrêter d'écrire en anglais et décider d'écrire seulement en kikuyu. Je vous propose que nous l'écoutions un tout petit peu et on en parle après. Dans tous les systèmes coloniaux, la langue est utilisée comme un outil de contrôle des mentalités. Au Kenya, ils battaient, ils punissaient les enfants qui parlaient leur langue maternelle à l'école. Vous deviez abandonner votre langue africaine. Si un enfant était bon en mathématiques et un autre en anglais, c'est celui qui réussissait en anglais qui était applaudi et vu comme un génie, parce qu'il parlait l'anglais. Et on trouvait ça normal. C'est un avertissement, parce que cela signifie qu'on ne pouvait pas penser autrement que dans le cadre de la langue du colonisateur. C'est vraiment de la colonisation des esprits, car cela revient à dire aux colonisés que le vrai savoir ne peut exister qu'en français, en anglais ou en portugais, mais que leur propre langue maternelle ne peut pas être le véhicule du savoir et de la connaissance. Their own languages cannot carry knowledge systems. Comme vous le voyez, donc c'est un extrait d'un entretien à RFI. Cet adieu à l'anglais, il l'a affirmé dans un livre qui s'appelle « Décoloniser les esprits » ou « Décoloniser l'esprit » dans sa traduction en français. Mais c'est lui aussi, Ngugi wa Thiong'o, qui dit que la traduction est la langue des langues. Alors il faut nous expliquer un peu tout ça. Absolument. Alors ça m'a beaucoup ému d'entendre Ngugi wa Thiong'o, parce que je me revois à Bayreuth avec lui, parce que au milieu des années 80, en effet, il venait de sortir de prison du Kenya. Je crois qu'il était installé à Londres à ce moment-là. L'université de Bayreuth l'invite comme professeur en visite à Bayreuth. Et j'avais été invité, moi aussi, pendant cette période-là, pour passer 3 mois comme
jeune assistant en visite. J'avais à peu près, je donnais l'image qu'on a vue tout à l'heure quand je salue Senghor. Donc lui était déjà un homme considérable. Et Bayreuth met à notre disposition un grand appartement que nous partageons. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ngugi. Et il était en train d'écrire à ce moment-là les différents chapitres qui allaient devenir des chapitres de ce livre, Decolonizing the Mind, en anglais, décoloniser l'esprit. Et il me demandait de traduire des choses pour lui en anglais. En particulier, il était en train de réfléchir à la langue du colonisateur, la langue impériale, et juste dans le sens de ce qu'il vient de dire, s'opposer à cette langue impériale comme étant une langue dans laquelle on ne peut pas être authentique, s'exprimer de manière authentique si on est soi-même un sujet colonisé. Et donc, je lui traduisais les passages de Senghor, où Senghor parlait de sa relation à la langue française et de son amour de la langue française. Et je lui traduisais en particulier un paragraphe, un chapitre, des phrases de Senghor où il disait que les mots de la langue française fondaient dans sa bouche comme du chocolat. Et Ngugi disait, mais enfin, comment peut-on dire cela de la langue qui vous a colonisé? Et alors je lui disais, mais Ngugi, Senghor est un poète. Ça veut dire, et c'est un poète de langue française. C'est un des plus grands poètes de langue française de notre temps, de notre siècle. Eh bien, un poète, il est normal qu'un poète déclare sa flamme à la langue dans laquelle il écrit, puisque chaque mot qu'il écrit de toute façon, chaque vers qu'il produit, chaque poème qu'il chante est une déclaration d'amour. Toi-même, les poèmes et les romans que tu as écrits sont des déclarations d'amour de la langue anglaise. Et donc, je peux comprendre qu'on décide d'écrire dans ce que l'on considère comme étant sa langue maternelle. Parce qu'il est important, il est urgent, il est crucial que les langues africaines, par exemple, redeviennent des langues de science et des langues de création. Je peux le comprendre. Mais que l'on dise adieu à une langue, cela je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse s'amputer d'une langue que l'on habite, parce que s'amputer d'une langue serait être authentique, plus authentique. Ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens pour moi de dire que ce que j'écris ou ce que je le pense de manière plus authentique si je le pense en wolof que si je le pense en français. Et donc, si je vous disais, là, en français, en mettant les subjonctifs imparfaits là où il faut, que le français n'est pas ma langue, je serais pas simplement absurde, je serais ridicule. Donc, autant de langues on parle, autant d'humains on vaut. Je viens de vous citer un hadith prophétique encore. Et donc, vivre dans les langues, entre les langues, de langue à langue, pour prendre le titre de mon livre, c'est cela la position que je défendais devant Ngugi, et il le comprenait très bien. Nous étions d'accord pour ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu le texte de Ngugi en anglais se souviennent que dans ses remerciements, il me remercie pour les traductions que j'ai effectuées pour lui. Évidemment, ces remerciements ont disparu dans la version française. Alors, pour bien comprendre ça, et là on est au cœur quand même de ce que vous dites sur la traduction comme langue des langues, et il faut comprendre que, et c'est en ça que c'est une philosophie de la traduction, ceci va avec justement cette question d'un rapport au monde, de ce que vous appelez, alors en citant Merleau-Ponty, un universel latéral ou pluriversel, disent d'autres, versus un universalisme de surplomb qui se décrète comme seul légitime, finalement. Tout ceci, et c'est là où quand même, ce qu'il dit, évidemment, que vous le comprenez, que vous voyez très bien de quoi il parle, c'est que vous, en fait, ce que vous nous dites, c'est que le principal, ou en tout cas un grand enseignement des décolonisations,
c'est que le monde est de manière irréductible pluriel. Oui. Mais à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien en commun? C'est ça. Ben voilà, alors justement, c'est parce que le monde est pluriel et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Il est normal que le monde soit pluriel. La décolonisation, les grands moments de décolonisation, ça a signifié aussi restituer au monde son pluralisme.